Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Talk to Fight. Aujourd'hui, on accueille un nom du MMA français, Michael Lebou. Alors, bonjour Michael, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va, franchement, nickel. Pleine préparation, mais tout va bien. Et vous? Bah, nous aussi, ça va nickel. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, ce que tu fais, d'où tu viens, donc par quoi tu as commencé et où t'en es de ta carrière aujourd'hui? Mickaël Lebou, combattant de MMA professionnel sur le circuit depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai fait à peu près ce qu'il y avait de plus gros en termes d'organisation européenne. J'ai même été à l'UFC quelques temps. J'ai parcouru beaucoup d'organisations, même sur le territoire russe, puisque j'avais été en Russie. Donc, je suis dans le game depuis longtemps et je m'apprête à combattre au KSW 101 à Paris pour le KSW, donc la plus grosse organisation d'Europe, le 20 décembre. Donc voilà, je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, et en parallèle, je suis aussi on peut dire consultant sportif pour RMC. Ok, merci. Bah, justement, parle-nous un peu de cette signature au KSW. Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est un contrat multi-fight? Et si c'est un contrat multi-fight, quels sont tes objectifs dans l'organisation? Écoute, j'ai signé avec DNA Management, donc c'est la boîte de management qui est gérée par Stéphane Hatch, donc de la Hatch Academy. Sur la base du contrat, il a négocié un multi-fight. Après, moi, je prends les combats après combat, donc j'ai pas de aucun plan sur la comète. Pour moi, je combats maintenant. Chaque combat que je fais, je les fais comme si c'était les derniers. Donc, pour moi, mon combat du 20 décembre contre Romain De Bienne, c'est le dernier. Et voilà, il n'y a pas de plan sur la comète, il n'y a rien du tout. Ok, oui, parce que du coup, tu avais déjà annoncé plusieurs fois ta retraite. Et à chaque fois, tu étais revenu. Est-ce que tu peux nous dire si tu remontes dans la cage parce que tu adores ça en gros ou si, comme Tyson Fury par exemple, si tu combats pas, tu te sens pas trop bien. Est-ce que c'est parce que tu en as envie ou est-ce que c'est parce que tu en as besoin, tu dirais? Non, je peux pas dire que c'est parce que j'en ai besoin. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se réveille en moi et en fait, je me dis que j'ai pas envie d'avoir de regrets. C'est-à-dire que j'avais pris une première fois la retraite internationale, mais j'avais bien dit que c'était une retraite internationale que désormais je n'irai plus sur les organisations internationales pour aller chercher c'est-à-dire combattre à l'étranger pour aller chercher des ceintures ou des choses comme ça, que j'en avais plus l'envie et que désormais j'avais qu'une envie, c'était de combattre en France devant mon public et, euh, et que je me refusais pas de combattre 2 à 3 fois en France. Donc ça a été pris comme une retraite, mais si vous lisez entre les lignes, j'explique clairement que je vais revenir combattre en France. Et c'est suite à ce combat que je suis revenu et que j'ai combattu contre Kevin Ruhart, et ensuite la signature au Ares, etc. Et là, après le combat contre Pépi, effectivement, c'était une grosse déception. C'était une réaction un peu à chaud, mais aussi liée à la dureté de la préparation que j'avais fait. Je sentais que la préparation avait été très difficile et que mon corps il ne pouvait plus emmagasiner des telles charges d'entraînement. Maintenant, la réalité, c'est que je me sentais revenir en puissance. Je me suis fait opérer des 2 genoux, donc tout va bien, le ménisque. Et j'ai eu cette proposition que je trouve plus qu'intéressante. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ce que me propose, en tout cas le KSW, combattre dans la plus grosse organisation qui n'ait jamais été faite en France, dans le plus gros lieu, qui attend à peu près 20 000 spectateurs, quand on sait que l'UFC, c'est 13 000. Il y a des choses qui se refusent pas. Le main event est incroyable. Je pense que Varela Saladin Parnasse, en termes de choc franco-français, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. En termes de niveau d'adversité et de mecs aussi haut classés dans les rankings. Donc, j'ai envie de dire que tout était aligné pour que je combatte et voilà pourquoi j'ai accepté le combat. Ok, bah du coup parlons de ce combat justement. Donc tu vas affronter Romain Desbiènes le 20 décembre, comme tu as dit. Lui, il a commencé sa carrière pro en 2017. Toi, tu étais déjà sur le circuit depuis 6 ans à ce moment-là. Est-ce que tu considères que ce combat, c'est un peu l'affrontement
nouvelle génération, ancienne génération, si on peut dire, et aussi comment tu abordes ce combat, puisqu'on sait que Romain, c'est un gros cogneur. Ouais, après, je respecte et effectivement, je respecte ses capacités, ses capacités de combattant. C'est un combattant qu'il faut respecter parce que Romain Debienne est bon, parce qu'il a des qualités physiques qui sont bonnes. Maintenant, j'ai affronté des gars qui étaient des gros punchers, j'ai affronté des gars qui techniquement étaient aussi meilleurs parfois, j'ai affronté des gars qui avaient plus d'explosivité que lui. Voilà, à chaque fois, j'ai affronté des gars qui avaient des qualités parfois mieux que lui, parfois moins bonne, et à chaque fois on s'adapte au combattant. Donc je respecte le combattant qu'il est. Maintenant, je fais pas une obsession et une fixette sur ses qualités. J'ai des qualités et je préfère me focaliser sur mes qualités que sur ses qualités. Évidemment, on va le respecter, mais après, je vais pas baser ma stratégie que sur lui. Au contraire, je vais baser ma stratégie sur mes qualités à moi. Et c'est comme ça que je vois la chose en MMA. Après, effectivement, on va être très respectueux de ce qu'il est capable de produire. Mais en soi, c'est pas, je ne le crains pas, quoi. Et heureusement, c'est même pas un manque de respect, c'est juste que on peut pas être trop respectueux de l'adversaire qu'on affronte. Faut juste accepter qu'il soit bon dans des domaines et mettre la stratégie en place qui va bien. Ok, t'arrives confiant quand même dans ton combat. Je suis toujours arrivé confiant, mais je pense qu'un combattant qui n'arriverait pas confiant dans son combat, et ça sert à rien qu'il parte combattre. C'est vrai. C'est-à-dire que si tu pars dans l'idée de te dire que le combat va être dur, que tu as une chance sur deux de gagner, ou je ne sais pas, vaut mieux ne pas aller combattre. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Moi, à chaque fois que j'ai combattu, j'étais sûr à 100% que j'allais gagner. Après, il y a la réalité du combat qui arrive, etc. Mais au moment où l'arbitre il nous dit go, j'ai pas de doute. Je dois mettre en place tout ce que j'ai fait et je sais que je suis prêt pour battre le gars en face de moi. Après, ben voilà, c'est un sport de combat et tout peut aller très vite. Mais non, j'ai aucun doute quant à l'issue du combat. Ok, ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner une petite prédiction sur le résultat final, donc comment tu souhaites gagner en gros? Non, j'ai pas de prédiction puisque le combat il peut aller partout. Je vais refuser aucune dimension du combat, c'est-à-dire que si ça restera debout, ça restera debout. Si on va au sol, on ira au sol. Donc pas forcément de prédiction de combat. Je suis pas en plus le plus gros finisseur, on va pas se mentir. Je suis pas un gars qui finit. Je suis plutôt un brawler qui accepte toutes les dimensions du combat et qui vient inspirer l'énergie de mon adversaire. Et je pense la seule chose que je peux prédire, c'est que ça sera un combat engagé et dans lequel je vais ressortir victorieux. Mais c'est la seule chose c'est la seule chose que je peux prédire aujourd'hui, que ça va être un beau combat, bien engagé et dans lequel je ressortirai victorieux. Ok, ok. Du coup, comme tu as dit plus tôt, toi, t'es passé par beaucoup d'organisations, des grosses organisations. Tu as été champion du PLM, tu es passé à l'UFC, au Cage Warrior, au M1. Est-ce que aujourd'hui, tu te considères comme une légende du MMA français? Bah, après, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de dire si je suis une légende ou pas du MMA français. Après, je sais que j'ai la reconnaissance de mes pairs, entre guillemets, PAIR. C'est-à-dire que les combattants savent qui je suis, savent les accomplissements que j'ai pu faire, et ça me suffit amplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a ceux qui combattent pour la reconnaissance du grand public, et nous, on fait partie d'une génération où le plus important, c'était d'être reconnu comme combattant valeureux par ceux qui sont dans le milieu. Et je pense qu'aujourd'hui, tu parles un peu à la sphère MMA qui sont là depuis quelques temps. Bah, voilà, je suis reconnu en tant que bon combattant et ça me suffit largement. Après, c'est pas à moi de dire si je suis une légende, si je suis déjà je suis pas mort. Et en plus de ça, c'est pas à moi de le dire si j'ai vraiment marqué mon temps ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je suis sorti, j'ai représenté fièrement la France, je l'ai représenté au plus haut niveau et dans les plus grosses organisations du monde. Et j'ai toujours fait des beaux combats, des combats engagés. Donc à partir de là, je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait et je suis plutôt fier de ce que j'ai accompli. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire aussi quelle est pour toi la meilleure organisation où tu as été hors UFC? Le M1, ça restera le M1 parce que je pense que j'étais pas loin, j'avais déjà un gros niveau au M1. Et puis il y a une atmosphère en Russie que tu retrouves pas ailleurs. Il y a l'amour du combat. On a été très bien traité en tant que combattant au M1. Et je sais pas te dire, mais quand tu arrives en Russie, il se passe un truc.
autour du combat. Il se passe un truc autour du MMA et il y a une ambiance particulière. Moi, j'ai adoré combattre au M1, donc je sais, j'arrive pas à poser les mots là-dessus. C'était peut-être aussi le fait de découvrir la Russie. On a tendance à fantasmer un peu l'image d'une Russie qui est dure, les gens qui sont pas souriants. En fait, la Russie, c'est tout le contraire. Les gens sont très respectueux. C'est des gens qui sont très droits, qui accueillants et chaleureux avec les combattants. Et même le public a été très respectueux de mes performances, même quand j'ai affronté des Russes. Donc voilà, je pense que je mettrais le M1 en numéro 1. Ok, surtout par rapport du coup aux gens que tu as pu rencontrer là-bas, donc. Mais après, c'est souvent ça, hein, les souvenirs qu'on a d'une organisation. Ce qui nous reste en souvenir, c'est ce qu'on tisse avec les gens, c'est-à-dire c'est le combat en lui-même, bah, c'est notre performance, il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait que la fight week est bonne, ce qui fait qu'on a un bon souvenir avec l'organisation, ça va être le relationnel qu'on peut entretenir avec les gens, le respect qu'on nous témoigne en tant que combattant, et c'est à ça qu'on juge une organisation en fait. Hmm. C'est pas forcément la performance qu'on fait là-bas, parce que tu gagnes. Si tu gagnes par KO, ça voudrait dire que c'est l'organisation la meilleure au monde. Non, c'est pas ça. C'est plutôt la manière dont ils mettent en place une logistique qui fait que tu vas réussir à performer. Et c'est ça qu'il faut saluer au M1, c'est on a toujours été super respectés. Ok, ok, merci. Et on avait demandé à David Gallon, que tu avais battu en 2014. Du coup, on l'avait accueilli sur la chaîne. D'ailleurs, la vidéo est disponible pour ceux qui veulent aller voir. On lui avait demandé si une revanche contre toi l'intéresserait. Et du coup, il nous avait dit que maintenant vous étiez amis, mais qu'il kifferait remonter dans la cage avec toi. Et est-ce que toi, ça pourrait t'intéresser? Même si tu as dit du coup que là, tu considérais ce combat, ça allait être ton dernier. Mais voilà. Après, moi, tu sais, comme j'ai dit, j'ai jamais refusé d'affronter personne. David Gallon, c'est un bon gars, c'est-à-dire que je le connais un peu à l'extérieur, on s'est entraîné ensemble. Après qu'on ait combattu au SHC, on s'est entraîné au MMA Factory. C'est un gars qui, j'espère, va performer au KSW parce qu'il combat le même sort que moi contre en plus un Hmm. bon gars. Excellent. Après, David Gallon, il évolue chez les 70 kilos. Moi, c'est clairement une catégorie dans laquelle je n'irai plus parce que je suis à 77 et je reste à 77. Et voilà, tu as très bien résumé. C'est-à-dire que pour l'instant, je prends combat après combat. Maintenant, moi, je suis fan des oppositions franco-françaises et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller affronter un peu des gars qui sont au même stade de carrière que moi. Et David Gallon en fait partie, donc c'est clairement le type de combattant, en tout cas, qui pourrait me convenir. Mais comme je te dis, j'y suis pas et pour l'instant, je pense pas du tout à ça. Combat après combat, et est-ce que l'envie sera toujours là après ce combat? Bah, je peux pas te dire. Donc, pas de plan sur la comète, encore une fois. Ok, ok, merci. Ouais, parce qu'en plus, niveau poids, je pense que si je me souviens bien, lui, il nous avait dit qu'en gros, il pensait que il y avait moyen que toi, tu descendes. Mais du coup, si tu nous dis que tu veux plus revenir dans cette caté, en plus, ça va être compliqué de toute façon. Impossible que je descende à 70 kilos. C'est mort. Mort. Un Et catchweight encore, mais impossible à 70. à catch fight, à voir. Du coup, là, tu reviens malheureusement de ta première défaite par finition. Est-ce que tu peux nous dire Ouais. qu'est-ce que cette défaite t'a apprise? Et est-ce que maintenant tu abordes tes combats d'une manière un peu différente? Bah, ce qu'elle m'a appris, elle m'a appris que bah voilà, c'est comme ça, c'est la dureté d'un combat. Je me sentais prêt. Je pense même que je gagnais le premier round. Je me fais toucher au deuxième, il me touche, intervention de l'arbitre. Bah tu peux rien faire, hein. T'as que les yeux pour pleurer après. Mais c'est ça la difficulté du sport et c'est comme ça que ça arrive. Après, c'est pas une soumission qui est arrivée face à un mauvais choix technique que j'ai fait. C'est vraiment un box sur un échange à courte distance. Forcément, si je refaisais le combat, bah, je referais pas le même combat parce que c'est un combat qui se traduit par une défaite. Après, dans ma manière d'aborder le combat, bah, j'ai fait quelques changements j'ai envie de dire, dans la manière de m'entraîner, mais ça n'a pas changé grand-chose. J'ai toujours le même staff, j'ai toujours les mêmes sparring partenaires. Voilà, après, j'adapte un peu sur certaines choses, mais en soi, ça arrive. On ne peut pas non plus se remettre en question sur la totalité de ce qu'on a pu accomplir parce qu'il y a une défaite qui est intervenue comme ça. Malheureusement, ça a été son jour. C'était le facteur X. Il a réussi à toucher. Il a mis en place la bonne stratégie.
je me suis pas adapté assez tôt, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, du coup, dans la manière d'aborder le combat, j'ai pas une grosse différence. Juste que, on va être respectueux de ce qu'il sait faire et on va mettre en place une stratégie axée sur mes qualités et axée aussi, tout en respectant ses qualités à lui, c'est tout. Ok. Ouais, donc c'est... Ok, ok. Euh, Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, en 38 adversaires, lequel t'a le plus impressionné? J'ai l'adversaire, je pense, qui m'a le plus impressionné, que j'ai trouvé le plus dur, ça a été Stevie Ray. Je pense que c'est le gars que j'ai affronté à l'UFC troisième fois, lors d'un restaurant à Dublin, il me semble. Très solide, Stevie Ray. Après, on l'a revu d'ailleurs, il s'est hissé en finale du tournoi 1 million de dollars au PFL. Adversaire très solide, qui avait notamment affronté déjà Buchinger Obama, qui avait eu la ceinture du Cage Warrior et du Bama. Et c'est l'adversaire qui m'a le plus, que j'ai trouvé le plus dur, dans le sens où il était dur physiquement, il avait fait une grosse prépa physique, c'était un gros 70 kilos, c'était un gaucher, il frappait fort, et je trouvais que tactiquement, il laissait peu d'espace pour que je puisse m'exprimer, et j'ai trouvé les clés du combat un peu trop tard, c'est-à-dire au troisième round, et voilà, c'est tout. Mais je pense que ça a été l'adversaire qui m'a le plus annihilé, en réalité. Ok. Donc, par rapport à son style, c'était lui vraiment qui était le plus dur pour toi, quoi. Il était plus dur parce que physiquement, il était plus dur. C'était un gaucher, il frappait fort. Quand j'ai essayé d'amener en lutte, il avait une bonne défense de lutte. Et donc, du coup, en fait, il me laissait peu de choses pour m'exprimer dans le combat. Et la réalité a fait que c'est que au troisième round, quand j'ai commencé vraiment à essayer de bagarrer et de ramener un côté vraiment brawler, que j'ai réussi à le perturber un peu. Et ça n'a pas suffi. Mais non, non, ouais, ça a été vraiment l'adversaire qui m'a laissé le moins de possibilités de m'exprimer. Ok, merci. Comme tu as dit en intro, du coup, tu es consultant sport pour RMC. Donc, on te voit commenter régulièrement sur RMC Sport. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire de manière régulière après ta carrière? Bah, après ma carrière ou pendant la carrière, c'est quelque chose en tout cas pour lequel je prends beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est un kiff de parler de MMA, de commenter le MMA. Et effectivement, à chaque fois que RMC a besoin de moi, bah, je réponds présent. Donc, plus ils auront besoin de moi et plus je serai présent. Et donc voilà, c'est plus, c'est pas que je suis en demande, mais dès qu'on m'offre la possibilité d'y être, en tout cas, j'y suis. Derrière, moi, j'ai le podcast qu'on tient avec AB, c'est le Mhm. Mika and AB Show. Pareil, ça commence à prendre. C'est une chaîne, un format podcast qui commence à plaire aux gens. On a investi aussi dans un petit studio à la maison, ça marche bien. Et voilà, et on prend du kiff à essayer d'éduquer autour du MMA, essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est le MMA. Et ouais, c'est un kiff. On vit le MMA différemment, mais c'est un vrai kiff. Ok, ok, merci. Et toi, du coup, vu que tu es un pionnier du MMA en France, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a, selon toi, le plus changé depuis tes débuts, hein, tout simplement? Après, pionnier, nous, on est déjà une seconde génération en réalité, puisqu'il y avait des vrais pionniers comme bah, des gars comme Mathieu Licourt, Diabaté, Jess Liodin. Ensuite, il y avait des gars une autre génération, on va dire, mais qui étaient outre-Atlantique, comme Che Congo, qui s'entraînait là-bas. Euh, donc, on était vraiment plutôt une deuxième vague, une génération une seconde génération. Par contre, effectivement, là, on a une nouvelle génération qui est arrivée et je vois les changements, notamment sur la professionnalisation, c'est-à-dire que le sport s'est professionnalisé et en fait, même ce qu'on appelle amateur aujourd'hui, on a des amateurs qui sont professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le circuit amateur, vous avez des professionnels de la communication, vous avez des Hmm. professionnels dans le sens où ils ont un niveau quasiment professionnel et c'est là où on voit que le sport se structure vraiment, c'est-à-dire que même en amateur, le sport est pratiqué dans le cadre d'un business. Il est rémunérateur pour certains et les jeunes combattants ont très bien compris qu'aujourd'hui, les grosses organisations n'attendent pas d'eux que de la performance, ils attendent d'eux beaucoup plus. Et donc, beaucoup communiquent déjà comme des anciens, etc. Donc, je dirais que c'est ce qui a changé, c'est que le sport s'est professionnalisé et forcément bah, avec ses avantages et ses inconvénients.
Oui, c'est vrai, parce que maintenant, on voit beaucoup d'amateurs qui sont même plus connus que beaucoup de pros en soi. Est-ce que ça, pour toi, c'est une bonne chose ou pas? Le fait qu'il soit connu ou pas, j'ai envie de dire, personne combat pour être connu et je pense que c'est la mauvaise. Faut surtout pas combattre pour être connu, puisque forcément ça va créer de la frustration pour les combattants et c'est la meilleure façon de contre-performer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est- est-ce- en fait, c'est est-ce que c'est juste d'un point de vue sportif et performance sportif? La réalité, non, c'est pas juste. Mais est-ce que pour autant, on doit retirer aux amateurs cette hype qui est autour d'eux? Bah non, c'est eux qui l'ont généré. Comme je dis, ça, c'est le facteur X. Des fois, il y a des combattants, ils sont super forts, mais ils intéressent personne. Et c'est pas qu'ils sont inintéressants. C'est pas du tout qu'ils sont inintéressants, c'est juste qu'ils n'arrivent pas dans leur manière de communiquer, ils n'arrivent pas à créer quelque chose avec le grand public et c'est pas facile de le faire. Maintenant, quand tu regardes bien, aujourd'hui, ceux qui performent au plus haut niveau, Manon Fiorot, Cyril Gann, euh, Imavov, Nassourdine, Benoît Saint-Denis, Taylor Lapillus, tu regardes un peu Oumar Sy, Saladin Parnasse, ce sont pas des gars qui ont misé sur la communication pour percer. Ce sont des gars qui ont performé dans la cage et ensuite qui se sont fait connaître. Et même maintenant, ce ne sont pas des grands communicants. Donc Hmm. c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi le côté euh, on ne réussit que si on est connu. C'est pas vrai. Ça facilite, ça ouvre des portes, ça facilite les signatures dans les grosses organisations. Au début, c'est sûr qu'on sera rémunéré plus facilement, c'est-à-dire qu'en amateur, aujourd'hui, ceux qui sont connus sont rémunérés alors que les autres non. Mais à un moment donné, la performance reprend toujours le dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on vient payer, c'est la performance et pas le reste. Et à ce moment-là, bah, tous ceux qui ont travaillé, vous inquiétez pas, la lumière arrivera sur vous à un moment donné. Ok. Euh, et aussi, qu'est-ce que tu penses des constructions de carrière? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit parfois maintenant. Des gars qui prennent des gens qui n'ont pas leur niveau exprès pour se construire un record. Voilà, il y a construction de carrière et construction de carrière. C'est-à-dire que tu me dis, moi, je suis manager d'un gars, mon but, c'est de le faire monter petit à petit. Et donc, à chaque combat que je vais lui proposer, bah, il va y avoir un niveau d'adversité de plus en plus dur sans pour autant que le combat, ça soit 90 chances, 90% de chances de gagner, 10% de perdre. C'est-à-dire qu'on est plus sur un ratio de 65-35, je peux l'entendre. De la même manière que tu fais ta conversion, tu es un élite pied-point, tu viens dans le MMA, dans les premiers combats qu'on va te donner, bah, je vais tout faire pour pas te mettre un lutteur. C'est-à-dire que je vais d'abord te mettre sur des profils de striker pour que tu fasses tes armes, pour que tu puisses transférer ton striking dans le MMA avec la taille des gants de MMA, etc. Après, il y a encore une fois construction et de construction. Si ton but, c'est le seul objectif en tant que manager, c'est de te dire, bah, moi, je vais amener mon combattant, je le fais signer à l'UFC et c'est tout, bah, en fait, ça a aucun sens parce que le mec, tu vas lui construire un palmarès de 12-1, 13-1 ou 13-0, tu le fais signer à l'UFC et derrière, il va enchaîner trois défaites, il va sortir. Donc, en soi, c'est souvent ce que j'explique et ce qui est dur à comprendre, c'est que la signature à l'UFC, tu as gravi une première montagne et en fait, quand tu regardes ce qu'il te reste à faire, c'est trois fois la montagne que tu as gravie. Et tu as ceux qui sont vraiment prêts et qui sont armés pour aller gravir cette montagne. Donc, c'est ceux qui se sont pas mentis, même s'ils ont construit leur carrière, c'est-à-dire qu'ils ont pris des adversaires, ils l'ont construit intelligemment, c'est-à-dire en mettant des niveaux de palier à chaque fois de plus en plus haut. Par contre, tu as celui qui arrive un peu comme un imposteur, qui a affronté que des plombiers et tout, et ben, quand il va arriver à l'UFC, il va se faire froisser. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, Hmm. il y a une vérité. À un moment donné, on est toujours confronté à la vérité au haut niveau. Parce que le haut niveau ne trompe pas. Quand tu affrontes un mec qui est fort en face de toi, ben, tu vois la différence. Ouais, en gros, il tombera forcément un moment sur un gars un peu chaud, il va se faire fraud check en gros. Exactement. De toute manière, qu'est-ce qui va donner raison aux gens, en général, de manière générale? Ben, en fait, c'est la réussite de leur projet. C'est-à-dire que c'est le gars, tu vois, qui gagne tout le temps, même quand il arrive au haut niveau. Ben, ça veut dire que sa méthode, en tout cas, qu'il a employée pour lui-même, elle était bonne. Après, est-ce qu'elle est bonne pour tout le monde ou pas? Je sais pas te dire. Mais par contre, en tout cas, c'est difficile d'aller contredire quelqu'un qui gagne, Hmm. même au plus haut niveau. Et c'est pour ça que je te dis, la vérité, tu la vois au plus haut niveau, tu la vois pas avant. C'est-à-dire que tu la vois quand le mec il commence à disputer des ceintures dans les plus grosses organisations européennes.
Tu le vois quand le mec il commence à arriver à l'UFC dans le top 15, et il commence à affronter des mecs forts. Tu vois, là aujourd'hui, il y a plein de combattants, ils sont dans le dur. Ah yeah, c'est fini, ils peuvent plus se cacher. Et on voit bien que ça marche pour eux. Et donc, ça prouve que la méthode dans laquelle ils sont arrivés à l'UFC a été bonne. Aujourd'hui, quand je vois les performances des Français, franchement, à l'UFC, hein, pour rester que sur l'UFC, bah, on a quand même trois Français qui pourraient aller chercher la ceinture en 2025. Manon Fiorot, Cyril Gane, Nassourdine. On a deux Français qui peuvent arriver dans le top 15, voire trois, voire quatre. On a même cinq. On a Fares Ziam chez les 70 qui pourrait aller top 15. Ouais. On a William Gomis, 66, qui peut aller top 15. Oumar Sy, selon moi, qui pourrait aller top 15. Taylor Lapillus qui pourrait aller top 15. Morgan Charrière, il est un peu plus loin dans les classements, mais il pourrait y aller aussi. Ensuite, tu as Benoît Saint-Denis qui est déjà un top 15. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, là, on parle de 9 Français et on n'en a que 12 à l'UFC. Donc, tu vois bien que même l'UFC, en réalité, quand ils font les recrutements pour des Français, ils se trompent pas beaucoup. Mm. Parce que sur 12 Français, tu en as 9 qui sont potentiellement aux portes du top 15. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu vois que bah, les gars sont forts. Les gars sont véritablement forts. Et on les a pas mis à l'UFC pour juste parce que ils sont populaires ou autres. Mais en France, de toute façon, la construction de carrière en mode. Sinon, pour changer complètement de sujet, est-ce que tu pourrais nous dire le plus grand regret de ta carrière? C'est pas des regrets. Après, ce qui peut-être un moment marquant dans ma carrière que vraiment le combat que j'aurais voulu gagner, c'était la ceinture du M1 que j'ai perdu. Et c'est peut-être le combat que je ne voulais absolument pas perdre. C'est un combat sur lequel j'arrête parce que je me suis blessé à l'épaule. C'est une préparation qui avait été un peu difficile. Et donc ouais, c'est clairement le combat que c'est pas un regret parce qu'en soi, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Mais c'est juste que la performance n'a pas été à la hauteur de ce que j'avais mis de tous mes sacrifices. Et donc, en quelque sorte, c'est un peu le plus gros regret de ma carrière, ou du moins ce que j'aurais aimé changer dans ma carrière. Ok. Et à l'inverse, ton meilleur souvenir de ta carrière? L'un de mes meilleurs souvenirs, ça a été au M1 aussi, quand j'ai combattu contre Alex Macno. Ça a été incroyable. C'était un combat de fou. Le public avait sorti les téléphones et tout, tellement c'était un combat de malade. Donc c'était incroyable. Mais la Russie, moi, j'en garde des souvenirs incroyables. Après, il y a forcément la victoire à l'UFC. C'est quelque chose qu'on peut pas te retirer. Quand tu es combattant, que tu gagnes à l'UFC, c'est quelque chose qu'on peut pas te retirer. J'avais gagné un mec qui était invaincu à l'époque, qui était très fort au sol. Il s'appelait Jimmy Pakalen. Et donc voilà. Donc, je pense que c'est aussi l'un des faits marquants dans ma carrière. Mais quand c'est surtout le M1 dans les deux cas qui te vient en tête, hein. Ouais, parce que au M1, je te dis, je pense que j'étais à un niveau, j'étais meilleur quand j'étais au M1 qu'à l'UFC, j'étais plus mature, et j'avais un écosystème autour de moi qui s'est construit. On était dans une team qu'on a façonnée, qu'on était en train de construire. Ça s'appelait, en fait, à Hobby Fight, on a monté la section pro MMA avec l'ancien directeur d'Hobby Fight. Et on montait ça avec David Beer, Tahar Abdi, Kevin Fall. Yacine Delage, on était les cinq à être arrivés à Hobby Fight et on a monté une structure pro et à la fin dans cette structure, eh ben, il y avait Aboubakar Batili qui venait s'entraîner avec nous, Ibrahim Mané, Wissem Akmouche, Ayunai. L'air de rien, tu vois, on avait une vraie bonne équipe. On avait vraiment une bonne équipe. On avait des gars qui étaient tout jeunes à l'époque comme Oussama Rahim, Nassim Belouach. Tu vois, et on avait une équipe franchement solide. Après, avec le Covid, la salle a fermé, et bref, bah, tout le monde est parti un peu faire sa vie. Mais on commençait à monter une équipe qui était très solide. Ok, ok. Bah Nassim d'ailleurs, on l'a reçu aussi sur la chaîne, comme Alioune. Donc voilà, ils sont passés, c'était cool. Et maintenant, petite question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous donner ton top 5 GOAT en MMA? Top 5 GOAT en MMA, je ne les mets pas forcément dans l'ordre, hein. Bah, il y a Uhum. John Jones, Mhm. GSP, Khabib, Dimitrius Johnson et Fedor Emelianenko.
Un top classique, on va dire. Ouais, bah, c'est classique, c'est mérité en même temps. Ouais, bah oui. Et Après, tu vois, c'est dur d'exclure des mecs comme José Aldo, Anderson Silva, hein, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est comme ça, il faut faire des choix. Mais t'avais déjà ton choix en tête, parce que t'as pas trop réfléchi longtemps. T'as sorti les 5. Bah, en tout cas, c'est les gars qui me viennent en tête quand tu me demandes mon GOAT. Il y a forcément John Jones, Georges Saint-Pierre aussi pour ce qu'il a accompli. Dimitri Johnson, je trouve, parce que trop sous-coté alors il a maîtrisé sa catégorie. Ouais. Euh, Fedor Emelianenko, on n'en parle pas, mais ce qu'il avait fait en poids lourd, c'était juste incroyable. Donc, non, ça me paraît logique. Ça me paraît être un classement assez logique. Bah, écoute, Michael, merci d'être passé sur la chaîne et d'avoir Ouais, mais c'est à toi. répondu à nos questions. Là, ça fait plaisir. Puis, force à toi pour la suite, hein. Et on sera derrière Ok, bah, pour ton combat. ok, bah, force à vous et rendez-vous le 20 décembre, KSW 101, U Arena, Michael Lebou contre Romain Debienne. Ça va être un beau combat et on va essayer de faire un vrai, vrai beau spectacle.